Monsieur André Kiomba, bonjour. Bonjour madame. La CENI a publié il y a une semaine les calendriers électoraux. Comment la CAS l'a reçu? Oui, chers collègues journalistes, nous, Commission africaine pour la supervision des élections, nous avons accueilli d'abord le calendrier qui a été publié par la Commission électorale nationale et indépendante CENI. Après une étude minutieuse de différentes lignes ou rubriques des opérations consignées dans ces calendriers, nous nous sommes dit que les calendriers étaient réalistes si et seulement si il est accompagné d'une volonté politique du pouvoir public de pouvoir financer objectivement les opérations électorales. En tout cas, nous trouvons que le calendrier qui a été publié par la Commission électorale nationale indépendante CENI peut nous amener à la date indiquée du 23 décembre 2018 à l'organisation de 3 scrutins tels qu'indiqués dans l'accord de la Saint-Sylvestre. Ça, c'est aussi notre appréciation, nous CAS. Mais nous vous disons que ce calendrier a ses forces et ses faiblesses. Les forces de ces calendriers, vous savez que depuis le départ de notre feu président Malo Malo, la nouvelle équipe qui l'a remplacé n'avait jamais publié le calendrier électoral, sous prétexte qu'il y a eu 2 ou 3 qui étaient rejetés. Avant de publier notre calendrier, il fallait que l'actuel CENI puisse obtenir la garantie minimum auprès de toutes les parties prenantes engagées dans le processus électoral, particulièrement l'accompagnement de la communauté internationale qui, cette dernière, avait déjà retiré son accompagnement logistique qui pouvait au moins servir l'organisation de ces scrutins. Nous avons vu, après l'arrivée de Madame l'ambassadrice des États-Unis d'Amérique à Kinshasa, un message fort a été lancé auprès de toutes les parties prenantes pour dire que la communauté internationale et les États-Unis en particulier veulent accompagner le processus ou la RDC dans un processus électoral crédible, sauf ces conditions que les élections soient organisées en 2018. Nous, en tant qu'analystes et techniciens des élections, du moment que nous avons vu d'abord la position de la communauté internationale qui nous apporte son soutien logistique et financier dans l'organisation des élections depuis 2016, depuis 2006, 2011 et aujourd'hui en 2017, s'annonce positivement. Nous nous sommes dit, ça y est, c'est ce qu'on attendait. Ah donc, les calendriers ont été publiés sous pression, justement. Bon, oui, sous pression, puisque vous savez que même nous, au niveau interne, l'opposition politique, la majorité présidentielle, même nous, acteurs de la société civile qui vous parlons en CELI, nous avons mené des lobbying aux côtés de la CENI, de sorte que la CENI publie ses calendriers, puisque c'est un outil de gestion, c'est un outil de planification des opérations électorales. La CENI ne pouvait pas nous amener dans un processus opaque, au travers lequel personne ne savait où en sommes-nous, où allons-nous. Après la publication de ces calendriers, au jour d'aujourd'hui, nous nous disons oui, le calendrier électoral publié fixe aujourd'hui une transition dans les temps. Pas une transition qui était d'à peu près où on ne savait pas où, à quand les élections seraient organisées. Mais au jour d'aujourd'hui, en 2018, le 23 décembre 2018, il y aura des élections qui seraient organisées chez nous au travers la Commission électorale nationale indépendante CENI. Et c'est là au moins l'intérêt et la force de ces calendriers électoraux. Mais il y a un aspect, s'il vous plaît, il y a un aspect consensuel qui est décrié par certains acteurs, même de la société civile, qui pensent que la CENI n'avait pas en tout cas associé tous les acteurs, les parties prenantes au processus électoral. Oui, mais vous savez, chers collègues, nous voudrions, vous savez que l'organisation et la gestion d'un processus électoral dans chaque État requiert de 2 compétences importantes. Il y a la compétence technique, il y a la compétence politique. Dans la maîtrise de ces 2 compétences que nous venons de citer, nous nous disons, nous, à notre niveau et selon notre approche,
dans la gestion du processus électoral sur le plan technique, il est recommandé à une administration électorale de respecter tous les textes légaux de la République, standards internationaux, ainsi que les textes réglementaires régissant la gestion et l'organisation des élections de cet État-là. Mais nous disons, nous avons des lois, nous avons la loi organique portant organisation et fonctionnement de la CENI. Nulle part ailleurs vous trouverez indiqué, même dans l'accord de la Saint-Sylvestre, il n'est pas indiqué que le calendrier est consensuel. Là, je ne sais pas. Le calendrier électoral n'a jamais été consensuel au travers du monde. Et puis le calendrier électoral n'est même pas politique, madame. Le calendrier électoral est technique. C'est l'administration électorale qui est chargée de la technicité, qui place son chronogramme. Il expose maintenant son chronogramme auprès de toutes les forces en présence et pour leur indiquer ce qu'il faut faire pour aboutir à de meilleures élections. Mais vous ne voyez pas que ce manque de consensualité-là... Je vais vous montrer là où on permet. C'est-à-dire, la société civile, on autorise à la CENI, c'est au travers des cadres de concertation. Avant la publication de ces calendriers électoraux, madame, nous, société civile, nous avons été avec la CENI. La CENI nous a annoncé qu'elle publierait un calendrier d'ici une semaine. Quelles seraient au moins vos approches? Tout le monde ici parlait de 504 jours. Si quelqu'un dit qu'il n'y a pas eu de consensualité, non, c'est des contacts au travers le cadre de concertation que la CENI élabore un plan de communication avec le parti prenant pour leur orienter ou pour leur rappeler ce qu'elle veut maintenant faire comme activité. Nous étions dans ce cadre de concertation. La CENI nous a présenté un plan avec un chemin critique des élections de 504 jours, où le président de la CENI a été surnommé Peugeot 504, vous le savez. Mais après la société civile, ce sont des partis politiques qui se sont retrouvés au palais du peuple, et des confessions religieuses, et les partenaires techniques et financiers, tout le monde était associé à ces plans stratégiques de consultation sur la publication du calendrier électoral. Mais dire que non, le calendrier n'a pas été consensuel, moi je ne trouve pas un seul texte légal ou réglementaire qui oblige la CENI de partager avec qui que ce soit sur les modalités opératoires de la publication du calendrier électoral. Ça n'existe pas, madame. Les concertations, oui. Mais l'unanimité dans la publication du calendrier n'existe pas. Sinon, si tel est le cas, nous marcherons à l'encontre de la loi organique portant organisation et fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante. Seule la CENI est habilitée à publier le calendrier électoral. C'est dans ses prérogatives organiques. Très bien dit, M. André Kiomba. Dès l'entrée de jeu, vous aviez parlé de faiblesses que présentent ces calendriers. Pourriez-vous nous parler de ces faiblesses et qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place comme solution, comme piste de solution pour éviter que ces faiblesses puissent endommager la matérialisation de ce calendrier? Oui, nous voulons d'abord, dans un premier lieu, vous dire qu'il y a eu 3 contraintes qui ont été indiquées dans ces calendriers. Oui. Et les 3 contraintes sont les suivantes. Il y a contraintes légales, contraintes financière et contraintes logistiques. Mais il y a une 4e contrainte que la CENI ne s'est pas d'abord dotée ou signifiée, c'est la contrainte technique. La CENI, dans ses calendriers qu'elle a publiés, indique qu'au 31 décembre, c'est la clôture de l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs dans l'espace Kassai. Ce qui est, contrairement aujourd'hui, puisque nous, CAS, avec nos observateurs qui sont sur terrain dans l'espace Kassai, ils nous ont indiqué que les derniers kits ont été déployés entre les 4 et les 5 du mois courant. Si nous disons le dernier bureau a reçu le kit le 10, c'est-à-dire nous commençons à compter le 10 novembre, 10 décembre, un mois, du décembre au 10 janvier, 2e mois, du 10 janvier au 10 février, 3 mois, ça fait 90 jours. C'est pour vous dire que le parachèvement qui est indiqué dans ces calendriers de l'opération d'identification et d'enrôlement au moins c'est une utopie par rapport aux contraintes techniques du terrain. C'est la première des faiblesses. Deuxième faiblesse, nous avons les partenaires qui se sont annoncés
d'accompagner les processus. Mais il y a maintenant l'accompagnement de ces processus électoraux, de ces calendriers électoraux, par large consensus. Large consensus, là, ce n'est pas tout autour du calendrier, chers collègues. C'est dans l'application de l'accord de la Saint-Sylvestre. Et nous observons qu'il y a une tendance qui dit, nous sommes d'accord nous ne sommes pas d'accord pour nous retrouver encore tout autour d'une table pour une telle aventure, puisque nous en avons déjà subi. Et il y a une tendance qui vous dit nous voulons aller sans, il y a une autre qui vous dit nous voulons aller avec. Comprenez que c'est déjà au moins une faiblesse qui peut au jour où, qui peut à un moment donné faire à sec que les calendriers ne soient pas respectés. Nous avons le gouvernement de la République qui jusqu'à ce jour, oui, c'est par la voie officielle, nous allons soutenir. C'est par les discours. Est-ce qu'il y a un plan de décaissement déjà que vous avez vu, le gouvernement s'est mobilisé pour dire nous allons donner par trimestre autant de millions de dollars à la CENI pour ces opérations électorales? Ça n'existe pas encore. Nous sommes encore au niveau de la parole. C'est aussi de faiblesse. Est-ce que nous pouvons nous dire aujourd'hui que les partenaires techniques, après qu'ils s'aient engagés de soutenir, bien qu'il y ait, est-ce que ce large consensus là est facile pendant qu'au sein de la classe politique il y a des divisions? Bon, et c'est aussi une faiblesse. Est-ce que nous, par rapport à l'apport logistique, puisque sans l'apport de la communauté internationale, le plan logistique, cher ami, même après 10 ans, la RDC ne peut pas arriver à organiser les élections avec des avions. Partant déjà de la manière dont nous avons assisté tous, l'apport de la communauté internationale en 2006, avec une centaine d'avions. En 2011, demain même l'Afrique centrale s'était mobilisée, l'Angola, le Congo-Brazzaville, le Zimbabwe, ainsi de suite. Et l'Afrique du Sud. Nous avons vu autant d'avions. Et Ngoïmou n'en avait jamais souffert d'appui logistique. La MONUSCO avait autant, à l'époque, la MONUC avait une centaine d'avions. Bon, nous arrivons au jour d'aujourd'hui, la CENI est en train de tabler sur des si et domaines. Ce sont des suppositions. La CENI ne peut pas aujourd'hui présenter un plan stratégique selon lequel elle a signé avec la communauté internationale pour cette accompagnement. Il y a bien beaucoup de faiblesses que nous avons énumérées sur les calendriers électoraux. Donc, au moment venu, nous allons les rendre publics, puisque même la loi qui devrait être publiée et qui devrait être votée au niveau de l'Assemblée nationale, vous avez entendu que cette loi même électorale qui serait en révisitation n'est même pas encore déposée à l'Assemblée nationale. Pendant que la CENI oblige, parmi les différentes contraintes, la révisitation de cette loi-là, c'est au mois de novembre. Si cette loi n'est pas révisitée, comment pensez-vous qu'on peut nous organiser ces élections, qui lie l'organisation de ces élections à la répartition, qui lie la répartition des sièges des différents scrutins au nombre d'habitants? C'est le recensement dont les Congolais avaient perdu la vie le 19, 20, 21, 2015. Voilà un peu ce que nous avons pu constater comme faiblesse. Mais il y a des forces que vous ne voulez pas peut-être que nous disions. Les calendriers constituent... Parlons d'abord des contraintes. Des contraintes, des contraintes un calendrier assorti des contraintes. Qu'est-ce que cela traduit? Que la CENI veut montrer à la face du monde qu'on ne sera pas capable d'organiser les élections en 2018, mais on publie quand même les calendriers parce qu'il y a une pression de la communauté internationale qui est derrière la communauté interne. Bon, vous savez, nous avons une compréhension ou une approche purement technique du calendrier électoral que des politiciens. Maintenant, nous voulons juste parler dans un langage terre à terre. Vous appelez un ingénieur pour qu'il vous construise un immeuble de 60 niveaux. Il va vous produire un devis. Le devis là va vous présenter les différents. C'est que le devis vous présentera. Il nous faut des barres de fer de ça. Il nous faut autant de sacs de ciment. Ce sont des contraintes, chers journalistes, pour que cet ingénieur-là vous construise l'immeuble à 60 niveaux. Vous arrivez chez un docteur, il vous consulte. La CENI a déjà consulté le processus électoral, il a produit l'ordonnance. L'ordonnance, c'est ça le calendrier électoral. Il vous dit, pour que vous soyez guéri, prenez le produit au temps fixé. Mais vous vous dites, comme j'ai souffert longtemps, j'aimerais prendre tous les produits les mêmes jours pour que je sois guéri. Est-ce qu'il fallait les dire publiquement? Non. Oui, il fallait les dire. Pour le cas de la RDC, pour des raisons de... N'oubliez pas aussi que dans la gestion du processus électoral, il y a l'obligation de transparence entre parties prenantes engagées.
La CENI a l'obligation de former tous de leurs responsabilités. C'est ça. Et donc la CENI veut se laver la face? Non seulement se laver, la CENI se dédouane puisque tout le monde taxe la CENI, pendant que la CENI n'est qu'une institution technique. La CENI vous a montré au travers les contraintes, si la loi ne m'est pas produite à temps, tel qu'indiqué, ce n'est pas mon affaire de la CENI. Regardez Obé Minakou et son équipe. La CENI vous a dit, si je ne suis pas, si je n'arrivais pas à organiser les élections, ce n'est pas moi, regardez le Premier ministre et ses ministres. La CENI vous a dit, si les lois ne sont pas promulguées au temps voulu, ce n'est pas moi, la CENI, ce ne sont pas les 13 membres, c'est le président de la République qui en a mandat. La CENI vous a dit, s'il n'arrivait pas à avoir une logistique, c'est-à-dire des avions appropriés pour le déploiement d'équipes sensibles, non sensibles au travers de la République, ce n'est pas moi, c'est la communauté internationale qui a pris l'engagement d'accompagner le processus, qui ne s'est pas acquitté de ses devoirs et obligations. Mais la communauté internationale qui, pour certaines matières, on les limite, on parle de la souveraineté de l'État. Bon, vous savez la souveraineté de la RDC, le cas de la RDC, il faut beaucoup plus la parler avec beaucoup de réserves, certaines. Puisque la RDC n'est pas un État comme tout autre État là. N'est pas un État qui a été géré comme les autres, même partant de leur colonisation et autres. Vous connaissez l'histoire. La RDC n'est pas un pays où vous pouvez dire, vous pouvez refuser les injonctions aujourd'hui, la minuit vous en avez madame. Donc la souveraineté de la RDC, oui, mais c'est en partie. Voilà au moins ce que nous... Alors si la CENI se trouve confrontée à plusieurs problèmes, pourquoi n'est pas organisé, découpler ces élections? Commencer d'abord par la présidentielle qui pose problème. La CENI, madame, n'a pas de compétences ni qualité d'élever l'option politique pour laquelle elle n'était pas signateur. Regardez le signateur de l'accord de la Saint-Sylvestre. Mais c'est elle qui avait fait ces propositions. Non, oui, non, là, d'abord, c'était une nécessité et une obligation pour qu'on y arrive. Mais il savait bien qu'on n'allait pas arriver. Non, mais il a quand même proposé... La CENI ne présente pas de faiblesse. La CENI, au contraire, a étudié un mécanisme au travers lequel ces trois scrutins seraient organisés sans pour autant dépenser beaucoup d'argent. C'est au travers de la machine à voter. C'est ça. Vous voulez, c'est une institution technique. Vous voulez qu'elle fasse quoi? Et la machine à voter qui a été une proposition devient maintenant un fait. Il impose. L'article 45 de la loi organique donne mission de cette institution d'organiser les élections soit par la voie électronique ou par la voie manuelle. Mais cette machine prend en charge les deux systèmes, le système manuel et le système électronique. C'est donc hybride qui a beaucoup d'inconvénients selon certaines personnes. Même à mon humble avis, je crois qu'il serait facile de frauder avec un bulletin qui remet les souverains primaires dans une confusion énorme de se choisir un candidat, madame. Nous avons déjà mais là aussi, il y aura un problème de temps parce qu'on doit défiler s'il y a plusieurs candidats. Il est facile que la personne se retrouve devant une machine où il voit d'abord la figure du candidat préféré, figures, il y en aura beaucoup. Il imprime son choix il y en aura beaucoup. Un revue de et puis, il peut s'y faire aussi qu'il y ait confusion. Parce qu'il y aura beaucoup de candidats, ça nous les savons. Non, vous savez d'abord, c'est électronique, madame. C'est facile de gérer beaucoup de candidats par la voie électronique que manuelle. En 2011, nous avions 350 partis politiques. En 2006, nous en avions moins de 200. C'était 190 quelques partis de politique. Aujourd'hui, nous en avons plus de 600 partis politiques. Madame, faites un calcul pour 500 sièges. Si chaque parti politique état national veut présenter un candidat, vous prenez 500 multiplié par 600 partis politiques, ça vous donne combien? Et c'est quel genre de bulletin de vote que nous allons Mais ça ne permet pas aussi... Nous sommes un pays qui fait l'exception que dans les mal. Mais ce vote électronique, semi-électronique, si on peut dire, mais c'est encore un coût pour la CENI. Bon, pour le gouvernement. Moi je ne suis pas membre de la CENI qui organise. Sur le plan technique, nous avons été associés. Oui. Mais selon l'information nous fournie par cette institution, l'organisation des élections par la voie semi-électronique réduirait les coûts du budget des élections. En quoi, par exemple? Au moins 300 millions seraient épargnés. En quoi?
Les urnes sont plus chères que la machine. Absolument pas. Ça, moi, je ne peux pas le croire. Moi, je sais que ceux qui ont mené cette étude peuvent se défendre. Mais néanmoins, nous avons assisté sur l'efficacité de la machine. Et nous avons vu que si la CENI arrivait à appliquer cette machine, elle serait une solution à tous les scrutins. Et que direz-vous des gens qui pensent que ça planifierait? Madame, quelque chose que vous devez retenir est que cette machine-là, de tous les systèmes qui génèrent les opérations électorales, c'est de l'ingénierie congolaise. Vous comprenez? C'est de l'ingénierie électorale congolaise. C'est une innovation congolaise. Nulle part ailleurs, vous trouverez un bulletin de vote et une élection semi-électronique. Ça n'a jamais existé. Mais pourquoi maintenant? Soit manuel ou électronique. Mais pourquoi il y a eu un gouvernement d'1+4? Je vous ai dit que la RDC est toujours l'exception dans les mal. Dans le souci d'apporter la moindre des solutions, on nous propose maintenant la machine à voter. Mais certains pensent que cela va favoriser la fraude. Ma chère, je vais plus loin pour vous dire que nous avons assisté, je vais vous donner un cas de Kinshasa, sans compter des provinces. La circonscription électorale de Moamba. Nous nous sommes retrouvés à Fikine avec autant de sacs de bulletins de vote non dépouillés, mouillés. Mais il y a eu des députés de Moamba qui sont sortis, des députés naïciens jusqu'à ce jour en dépassement de ces mandats-là. C'est facile de frauder dans un bulletin qui mène la confusion de l'électeur que dans une machine où vous avez la facilité de vérifier l'authenticité du voix de chaque candidat. Les acteurs politiques n'ont plus confiance en l'actuelle CENI. Est-ce que vous pensez que la recomposition du bureau est nécessaire aujourd'hui? Madame, je vais vous répondre au moins cette question à deux volets. Au premier volet, j'ai dit, vous devez savoir que la politique tient tout en état, madame. La politique, si elle décide aujourd'hui que nous ne voulons plus de cette CENI, la CENI partirait. Sans tambour battant. Et la CENI ne peut pas imposer les acteurs politiques. C'est pour vous dire, si les acteurs politiques se décident et qu'ils n'ont plus confiance à cette CENI et qu'elle décide beaucoup plus que l'équipe soit renouvelée, mais la question que je vais poser peut-être aux acteurs politiques, est-ce que la restructuration de cette CENI va nous ramener à l'organisation des élections en 2016, conformément à la Constitution, conformément à l'accord de la Saint-Sylvestre? Les temps qu'il faudrait mettre pour la désignation des différents membres, ça profiterait qui? Parce qu'ils pensent que ces acteurs, ces bureaux de la CENI, travaillent pour le pouvoir en place. Bon, moi je n'ai pas d'élément qui puisse me servir de justification à cette question. Il n'y a que ceux qui observent et qui sont impliqués, tels que les compétiteurs de l'opposition que majorité, qui peuvent constater ces faits. Mais à mon humble avis, je crois que le système est séculaire. Dire que la CENI travaille en faveur de la majorité, madame, moi je n'ai pas au moins de réponse à donner. Mais je vous ai dit que je vais vous répondre. Il y a le deuxième volet que je n'ai pas encore répondu. Au deuxième volet, je voudrais seulement vous dire que les aspects techniques sont tellement têtus que vous ne pouvez pas au moins vous prétendre vous échapper. Nous avions à l'époque ces mêmes acteurs politiques qui veulent le départ de la CENI avaient décidé l'organisation des élections au mois d'avril. Mais pendant que la CENI prévoyait l'organisation de ce scrutin le 25 novembre 2018. Et vous voyez que après qu'on ait constaté l'inclusivité, l'exclusivité, il fallait aller à l'inclusivité, SEMCO, on quitte du mois d'avril de façon indélibérée. Il décide l'organisation des élections le 31 décembre 2017. Est-ce que ces élections ont eu lieu? Bon, j'aimerais vous dire que la question d'abord, la mise en place de la structure CENI est régie par une loi organique. Et la CENI n'est pas composée par les membres qui sont désignés d'une seule tendance politique. La CENI est l'ensemble des mandataires désignés de toutes les forces politiques et sociales concernées de la RDC, c'est-à-dire l'opposition politique et la majorité politique et la société civile. Pour peut-être terminer à votre question, au deuxième niveau, je vais vous dire que l'opposition politique ou majorité politique, c'est-à-dire la majorité politique, la majorité politique, l'opposition politique aussi n'a pas qualité de s'imposer sur les retraits des candidats de la société civile. Chaque composante, l'accord donne lumière à ça.
chaque composante peut apprécier. Si votre composante apprécie que nous pouvons demeurer, tant mieux. Si le MNC a changé, vous ne savez pas ça. Mais l'UDPS n'a pas changé. Pourtant, Bon, l'UDPS avait introduit la requête bien avant que le MNC. Madame, l'UDPS était la première composante qui avait introduit sa requête. Et vous savez que pour qu'elle... Ça a été étouffé. Il ne faut toujours... C'était la participation d'abord dans la gestion de cette institution de parti politique et est aussi le moyen par lequel le parti politique participe indirectement à la transparence des opérations. Mais si le parti désavoue son représentant, comment on peut laisser jusqu'aujourd'hui les représentants de l'UDPS siéger? Pourtant, le MLC a introduit sa requête bien après l'UDPS et il a obtenu... Vous savez pour quelles raisons j'ai trop de réserves de vous répondre sur les cas de l'UDPS. Moi, je crois... Est-ce que vous ne savez pas que les députés de l'UDPS étaient chassés par lui-même, le père, quand il était encore vivant, Étienne Tshisekedi? Est-ce que vous avez déjà entendu un jour, ce groupe parlementaire s'appelle groupe parlementaire IDPS Tshisekedi? Est-ce que le père, quand il était vivant, avait-il l'opportunité de porter plainte à ses députés pour qu'ils ne répondent plus à son nom et à son parti? Pourquoi il ne l'a pas fait? C'est ainsi que j'aimerais vous dire que non, à cette question-là, j'ai un peu trop de réserve. L'IDPS, c'est une structure, c'est une méga structure politique qui se gère de la façon dont personne ne peut la maîtriser, sauf eux-mêmes qui sont à l'interne. Celui qui est là a été désigné par l'ancien Premier ministre Sami Badibanga, qui était le président du groupe parlementaire UDPS et allié à l'Assemblée nationale. Mais celui qui a demandé aussi le départ de l'actuel membre de la CENI, c'est le secrétaire général de l'UDPS. Est-ce que les députés de l'opposition politique UDPS qui siègent à l'Assemblée nationale se reconnaissent dans le secrétaire national de l'UDPS, vice-versa? Alors comment pouvez-vous me poser cette question pour que moi je tranche? C'est comme un saint qui veut peut-être rompre ou qui veut trancher une affaire de sorcier. Ça, moi, je ne suis pas bien placé pour répondre, madame. Alors, on va terminer par l'enrôlement de la diaspora, qui, le calendrier prévoit 200 jours, semble-t-il, pour l'enrôlement. Est-ce que vous pensez que cela sera possible pour la diaspora, 200 jours? Et pourquoi ne pas planifier cet enrôlement maintenant? On attend le mois d'avril ou mars, comme ça, pour commencer. Bon, nous avons déjà eu la chance de sortir les pays. Il faut d'abord distinguer qu'il y a deux sortes de la diaspora. Il y a une diaspora officielle, il y a une diaspora clandestine. Les élections ne concernent pas la diaspora clandestine, puisque c'est une diaspora illégale qui a dû quitter la RDC sans pour autant qu'elle se conforme aux règles et principes d'État. Ceux qui sont concernés par les élections conformément à la loi électorale sont les Congolais d'origine qui, même étant à l'extérieur, ont continué à garder leur nationalité. Ça, il faudrait que nous fassions au moins un peu d'éclaircissement. Mais dans d'autres pays aussi, on accepte la double nationalité. Pour les temps, moi je crois que la diaspora n'étant pas concernée à la répartition des sièges, même c'est en 2 heures avant les élections présidentielles, la diaspora peut s'enrôler. Nous avons beaucoup aussi milité et jusqu'à ce jour nous militons pour que nos frères qui sont à l'étranger là participent à ce scrutin tel que ça se fait dans d'autres sièges. Il y a un problème de distance parce que j'ai suivi, je crois que c'est les rapporteurs de la CENI qui a parlé de, par exemple aux États-Unis, on a seulement une ambassade à Washington et les autres qui viennent des autres États doivent venir là-bas. Est-ce que ça sera possible ce déplacement-là en un rien de temps? C'est un coût aussi pour les femmes. Madame, à mon humble, pourquoi on parle seulement de ceux qui sont aux États-Unis, alors ceux qui sont en face au Congo-Brazzaville ici? Ils ne sont pas de la diaspora. Parce que pour parler de la diaspora, il faut parler seulement des États-Unis d'Amérique et de la France. C'est un exemple qu'on a pris. Bon, oui, un exemple bien sûr. C'est pour vous dire qu'à toute situation nouvelle, il faudrait aussi y apporter des solutions. À toute situation de crise, il faut aussi y apporter une solution de crise. Le gouvernement de la République n'a pas à s'échapper. Elle doit chercher un mécanisme qu'il faut mettre pour que dans les cas indiqués,
que les Congolais de la diaspora aient l'accès facile à l'endroit où ils peuvent se faire enrôler. Ce n'est pas seulement dans l'ambassade. Ils peuvent prendre même un appartement pour 200 jours, ça fait combien? Nous prenons 90 jours pour chaque État. C'est pour 90 jours l'enrôlement en soi. Mais s'ils prenaient même il peut y avoir des locaux. Est-ce que tous les locaux vraiment sont toujours en étage, même si c'est les États-Unis d'Amérique? Non. Ils peuvent se chercher un petit local qu'ils peuvent payer mensuellement et qui permettrait comme un bureau d'identification et d'enrôlement de la diaspora. Les écoles où l'on enrôle les enfants ici, ce sont les écoles de l'État congolais. Ce sont les écoles privées. Et ils le font comment? C'est par une convention entre le ministère de l'enseignement primaire et secondaire et la CENI. De même aussi à l'extérieur, ils peuvent chercher un local qui puisse servir le passage facile, ou l'accès facile, même aux handicapés congolais de la diaspora, de s'enrôler pour que cette fois-ci, qu'ils décident sur l'avenir de dirigeants, qui seraient élus au sommet de l'État. Alors, Monsieur André Kiomba, je rappelle que vous êtes le président de la CASE. Un dernier message, un message à envoyer à tous les compatriotes qui sont à travers le monde. Oui, ce que nous demandons à nos compatriotes, nous disons, particulièrement ceux qui sont de la diaspora, nous disons, chers collègues, nous avions une transition qui n'était pas limitée dans les temps. Aujourd'hui, nous avons une transition qui sera limitée, qui est limitée dans les temps. C'est le calendrier électoral. Il faudrait que la diaspora et tous les Congolais de la RDC puissent se soutenir. Et à la classe politique, la Commission africaine pour la supervision des élections recommande tous les signataires de l'accord de la Saint-Sylvestre de passer par une évaluation objective pour sa mise intégrale, c'est-à-dire dans l'esprit et à la lettre selon lesquels tous les partis engagés l'avaient signé. Et comment y arriver? C'est-à-dire cette fois-ci, c'est le Premier ministre, bien que peut-être ça soit difficile, mais même la communauté internationale demande ça. C'est ce qui nous épargnerait beaucoup plus à des dégâts, à des divisions inutiles. Si nous avons par exemple un gouvernement qui est géré par le Premier ministre du Rassemblement, l'application intégrale de l'accord, tous nos frères et sœurs tels que les Moïse Katumbi qui sont en dehors du pays, acteurs politiques, et la décrispation est effectuée tel qu'indiqué dans l'accord de la Saint-Sylvestre, ils les retournent au Congo, ils reprennent leur vie politique, campagne électorale, nous n'aurons pas un problème pour que la RDC arrive à l'organisation des élections crédibles, transparentes et apaisées. L'évaluation de l'accord de la Saint-Sylvestre devient une nécessité et une obligation, non seulement pour ces signataires que nous avons indiqués, même ceux qui sont de la diaspora, d'appuyer cela. Et nous voudrions aussi demander au gouvernement congolais de pouvoir au moins tirer des leçons sur d'autres États qui étaient en difficulté. Vous savez, aujourd'hui, il y a des cas par exemple du Burundi. Nous ne pouvons pas, juste pour la non-organisation des élections, plonger le pays dans les chaos où l'on doit enregistrer beaucoup de morts et 8 années plus tard, 2 ans, non, venez tout autour du même stade pour qu'on s'attende. Je crois qu'il est temps que les Congolais eux-mêmes prennent conscience de sauvegarder leur État, notre nationalité, pour que demain après demain, nos enfants puissent aussi en bénéficier. Monsieur André Kiomba, nous vous remercions. Nous aussi, Commission africaine pour la supervision des élections, nous vous remercions de votre attention soutenue à notre exposé. Merci.